Bon, après cette lecture, qui n'est pas facile, puisque j'ai choisi de lire Rabelais dans le texte ancien, ce qui est assez difficile au niveau de la prononciation, et puis il y a un certain nombre de mots, non seulement qui sont des mots du français ancien, mais qui sont assez difficiles à prononcer. Mais je préfère tout de même utiliser ce texte originel, hein, plutôt que des traductions qui, je trouve, affadissent un petit peu le texte. Alors, après la lecture de ces trois chapitres, chapitres 21, 22, 23, qui sont consacrés à la comparaison des différents types d'enseignements qui sont donnés à Gargantua, je voudrais faire quelques petits commentaires. Tout d'abord, évidemment, avec beaucoup d'ironie, Rabelais se moque de la manière dont les sophistes et donc les scolastiques, c'est-à-dire les descendants de la philosophie d'Aristote, au Moyen-Âge, éduquaient les enfants. Donc c'est évidemment présenté d'une façon très caricaturale, mais ce sur quoi il faut insister dans cette première présentation de l'enseignement reçu par Gargantua, ce qu'il faut remarquer, c'est que d'une part, c'est essentiellement un enseignement religieux, et c'est un enseignement qui ne passe pas par le rapport direct à l'écriture, aux saintes écritures, mais par des prières, des messes, des textes liturgiques, mais qui ne sont pas directement les textes issus des évangiles et de la Bible. D'autre part, donc c'est des commentateurs, c'est des textes religieux de seconde main en quelque sorte, et qui sont ingurgités, et le terme est vraiment à employer, ingurgités par Gargantua sans qu'on lui demande de réfléchir dessus. C'est du par cœur en quelque sorte, hein. Donc on le gave de ces textes religieux sans lui demander de réfléchir. Et parallèlement, et c'est pour ça que j'ai utilisé volontairement le terme de gaver ou d'ingurgiter, parallèlement, il ingurgite et il est gavé de nourriture. Il boit énormément, il mange énormément, et ça, c'est vraiment à mettre en parallèle avec ce qu'il consomme en termes de connaissances. Non pas qu'on le gave de beaucoup de connaissances, mais plutôt de connaissances non digestes. Des connaissances qu'il ne va pas avoir à digérer, dont il ne va pas tirer la substantifique moelle, pour reprendre évidemment cette expression de Rabelais. Hein. Tirer la substantifique moelle, c'est-à-dire ce qu'il y a de bon dans une connaissance. Là, au contraire, il ingurgite et il accumule. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Alors évidemment, le corps géant, le corps énorme de ce personnage, Gargantua, est à la mesure de tout ce qu'on lui fait ingurgiter. Il devient obèse. Mais en même temps, comme il ne digère pas, eh bien, tout va ressortir. Et Rabelais, d'une façon un peu humoristique dans ce texte, montre la manière dont ressortent finalement les excrétions, comme il dit, de ce qu'il a mangé. Donc il insiste beaucoup sur les besoins auxquels se livre Gargantua, un petit peu comme si tout ce qu'il avale ressortait tel quel. Donc il mange beaucoup et il fait beaucoup de besoins, et ça évidemment c'est une métaphore, une métaphore de ce savoir qu'on lui donne, mais qu'il n'a pas à analyser, comme notre corps analyserait finalement la nourriture que nous consommons, hein, et pour en garder ce qui est utile à notre organisme et pour rejeter ce qui ne sert à rien. Eh bien là au contraire, tout est gardé et ensuite relâché tel quel, sans être assimilé, sans être digéré. Hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et puis le fait qu'il n'y a pas d'exercice du corps. Il n'y a pas d'exercice du corps, le seul exercice, on le pose sur un âne, ou on le trimballe avec un bœuf, et on lui fait faire le tour du bâtiment, en gros, et il n'a pas d'exercice véritable à faire. Hein. Donc pas
pas de digestion, hein, pas de nourriture adaptée, pas d'exercice adapté, pas d'hygiène non plus. Il s'habille avec un gros manteau de fourrure fourré, on ne le voit pas se laver, il est très peu peigné, il se peigne avec les mains et ses maîtres attachent très peu d'importance aux soins donnés au corps. Donc on voit vraiment que le corps est méprisé. Et pourtant on mange beaucoup, on mange beaucoup. On écoute le corps au niveau de sa paresse et de sa gourmandise. Mais c'est pas aimer le corps que d'écouter sa paresse et sa gourmandise, parce que le corps que l'on ne va pas exercer, auquel on ne va pas faire de sport, le corps qu'on va gaver de nourriture qui lui font plaisir et de boissons qui lui font plaisir, ce corps va être en mauvaise santé, ce corps va être obèse, ce corps va être lourd, ce corps va être peu souple. Et de la même façon, un esprit qui va être gavé de connaissances apprises par cœur, et cet esprit à qui on ne va pas demander de réfléchir sur ses connaissances, eh bien ça va être un esprit lourd, un esprit qui n'est pas habile. Et par contre, là où cet esprit, on va le faire s'exercer, c'est sur des choses futiles, des jeux. Et là, il y a toute la liste que j'ai lue de tous ces jeux auxquels il va se livrer. Donc beaucoup de temps consacré à l'amusement, donc à des choses inutiles. Mais des amusements qui n'apprennent pas, qui ne sont pas instructifs, qui sont juste pour se distraire. Donc voilà le premier enseignement qui est donné à l'enfant, qui est Gargantua, par ses premiers maîtres. Un enseignement stupide, du gavage, qui ne demande pas de réfléchir et où le corps est complètement méprisé. C'est pas mens sana in corpore sano, parce que ça sera la devise finalement de Ponocrates et de Rabelais. N'oublions pas que Rabelais est médecin, Rabelais est un humaniste, il est à la fois médecin, il a été prêtre, il connaît parfaitement toutes les saintes écritures, mais il connaît également tout ce qu'il y a à connaître à son époque, aussi bien en médecine que dans toutes les sciences, et bien sûr dans tout ce qui est les humanités. Donc ce premier enseignement, voilà en quoi il consiste. L'enseignement de Ponocrates va être très différent. Donc au départ, Ponocrates observe. Il ne veut pas choquer Gargantua en changeant brusquement ses habitudes. Ça va se faire progressivement. Donc progressivement, il va instituer un autre rythme. Alors d'abord au niveau du lever, au lieu de se lever à 8-9 heures en se tournant d'un côté de l'autre dans son lit, et c'était le seul exercice qu'il faisait, s'étirer dans son lit, eh bien là au contraire, il va se lever à 4 heures du matin. Et il va y avoir une importance qui va être donnée à l'hygiène. À plusieurs reprises, il est signalé que on l'aide, on le frotte, on lui frotte le dos, on le parfume, on le nettoie, on l'aide bien sûr, mais hygiène, changement d'habit, parce qu'à plusieurs reprises, il va suer, parce qu'il va faire du sport, donc il va changer d'habit. Donc il y a une hygiène tout à fait différente, un intérêt à porter au corps, et qui n'est pas du pur esthétisme, c'est pas l'intérêt de se pomponner, mais un respect, en quelque sorte, du corps et de l'hygiène. L'exercice également, à plusieurs reprises, il parle d'exercice, donc tous les exercices de la chevalerie, alors avec des termes qu'on ne connaît pas tous, des exercices qu'on ne connaît pas tous, il y a des jeux de paume, il y a des jeux avec des arcs, des flèches, des lances, des piques, enfin bon, il y a des jeux de lutte, enfin voilà, ce sont des termes, peu importe le détail de tous ces termes, mais cette fois-ci, c'est plus une énumération de jeux futiles. Ce sont des exercices qui ont un but. Et le but est à la fois de rendre le corps souple, habile, il y a de la natation également, mais également d'être utile pour le combat. On veut faire de lui un parfait chevalier, quelqu'un qui aura un corps dont il peut disposer, dont il peut se servir efficacement. Donc, le corps occupe une place très importante. Par rapport à la nourriture, cette fois-ci, la nourriture est adaptée. Alors, il mange beaucoup, effectivement, mais il y a une mesure. On mange quelque chose d'utile, on mange des aliments qui vont être bons pour la santé. Et on les mange, certes de façon conséquente, mais dès qu'on n'a plus faim, on s'arrête. Donc, on ne se gave pas. On ne mange pas jusqu'à déborder en quelque sorte et tout recracher en quelque sorte. Non, on mange à sa faim
Et quand on n'a plus faim, on s'arrête. Donc il y a l'idée d'une modération. C'est pas de l'ascétisme, hein, c'est clair, mais c'est une sorte de modération. Et puis, au niveau des lettres, au niveau du contenu du savoir, eh bien là, on s'aperçoit qu'on lui fait beaucoup de lectures et il n'y a pas une minute de perdu, c'est vrai. Et c'est un petit peu le titre du chapitre, hein. Il ne perd pas une seule heure de la journée. De 4 heures du matin où il se lève jusqu'au soir où il se couche, il ne perd pas un seul moment. C'est-à-dire que pendant qu'il va se livrer à ses ablutions, qu'il va se laver ou même qu'il va en lieu secret, cette fois-ci, la part de l'évacuation des nourritures sous forme d'excréments est traitée de façon plus discrète. Hein. C'est pas une exubérance comme dans les premiers chapitres. Au contraire, c'est fait de façon discrète et on détourne l'esprit de ses activités physiologiques en continuant à lire des textes intéressants. Et non seulement on lit ces textes, mais le but n'est pas de les faire apprendre par cœur, mais de réfléchir dessus et d'en discuter, d'en deviser ensemble. Donc de les assimiler. Et d'être sûr qu'on les a bien assimilés. Donc à plusieurs reprises, on en reparle, on les redit, on les relit, on revoit la leçon de la veille. Et même pendant qu'on mange, on continue à se faire de la lecture. Donc effectivement, c'est vraiment un programme humaniste où le but, c'est de tout connaître. Hein. On voit bien que toutes les disciplines sont évoquées. Il y a pas que la religion, il n'y a pas que les textes saints. En ce qui concerne les textes saints, on va directement dans le texte. Et ça, c'est vraiment le programme des humanistes, qui se retrouve évidemment chez les réformés, aller directement dans le texte des évangiles et pas seulement se contenter de textes de seconde main et de commentaires. Donc on va dans les textes saints, certes, on réfléchit sur la religion, mais également sur les anciens, sur les auteurs de l'Antiquité. On étudie la médecine, on étudie la botanique, on étudie les mathématiques, la géométrie, des sciences. Donc on voit qu'il y a une beaucoup plus grande ouverture d'esprit, il y a une pluridisciplinarité qui n'existait pas auparavant. On met en pratique, on fait des expériences, on construit des choses. Donc il y a une part de l'expérience, et ça aussi pour les humanistes c'est important, hein. L'expérience commence à avoir un rôle, hein. C'est pas seulement de la théorie, c'est aussi de la pratique. Donc pluridisciplinarité, réflexion, assimilation de toutes ces connaissances, et même s'il y a un aspect ludique, hein, on a l'impression quand même qu'il se distrait, il y a toujours cette intentionnalité. Il ne faut pas que ce soit des jeux stupides ou des jeux qui ne servent à rien. Ce sont des jeux qui vont permettre de se cultiver. Et puis il y a la musique, il y a les arts. Il n'y a pas que les sciences, on va dire, sérieuses, mais il y a aussi les arts. Il va apprendre à jouer différents instruments. Donc c'est vraiment la formation du parfait honnête homme qui est supposé acquérir toutes les connaissances dans toutes les disciplines possibles et imaginables de son époque, mais pas les apprendre d'une façon bête et méchante et simplement apprendre du par cœur, mais en les assimilant. Donc c'est une formation totalement différente à laquelle on a affaire. Voilà ce qu'on pouvait dire pour commenter ces textes qui sont peut-être un petit peu difficiles à comprendre. Il y a beaucoup d'humour, mais bon, on ne le saisit pas toujours à cause de cette barrière du langage. Vous pouvez essayer de le lire dans un texte modernisé, mais il faut quand même aussi, l'idéal c'est quand on a une édition où vous avez le texte original et puis le texte un petit peu plus modernisé en français contemporain pour pouvoir comprendre. De toute façon, même quand vous avez le texte ancien, vous avez des notes qui vous expliquent le sens des mots, donc on s'y retrouve quand même. Mais voilà le sens de ce que voulait dire Rabelais en parlant d'éducation.